L'homme que vous voyez à l'écran s'appelle Yves. Il aurait pu être avocat, magistrat, conseiller du roi, homme d'affaires, enfin oui, à peu de choses près. Mais non, l'homme que vous voyez à l'écran a jeté son dévolu sur la philosophie, le droit et la direction du rectorat de l'université de Namur. C'est sans doute ce qui fait de lui un homme droit, sage et à poigne. Regardez son visage et observez le bien. Observez cet homme et observez comme il est inutile de s'y attarder trop longtemps pour y déceler ses traits de personnalité. Les yeux rieurs, le sens de la convivialité, le rire, la rêverie aussi, qui lui vaut d'être considéré tantôt comme un poète maudit, tantôt comme un visionnaire enthousiaste, parfois illuminé, parfois philosophe, prêt à sabrer le champagne alors que sonne le glas d'une terrifiante menace. La fusion de l'UNAMUR avec une autre université. Recul, sagesse et obstination de cet homme a un optimisme débordant, comme l'est la crème du sandwich au saumon dont il est friand. Le saumon qu'il n'a pas épargné, sans égard pour la protection de l'espèce et de sa vie privée. Mais c'est là un tout autre débat. Fort heureusement pour les poissons, les biscuits ont pris le dessus. Les lotus particulièrement, ou plutôt devrions-nous accorder au pluriel, les lotilles. D'ailleurs oui, Pierre Loti, sans doute un point de rencontre avec l'âme romantique d'Yves Poulet, dont on pourrait soupçonner quelques liens de parenté, à en croire son ouvrage « Mon frère Yves ». Vous voyez cet homme et songez à la complexité de son être. Un homme sensible donc, à qui revient de droit l'exercice et l'enseignement d'une discipline exigeante, qui lui est coutumière, et participe avec fondement à la construction de sa pensée. Ça coule de source, pourrait-on dire. Pourquoi le droit ? Tout simplement parce que j'avais envie d'être avocat. Et puis, ça allait de soi pour moi. Voilà, j'étais plutôt littéraire, me disait-on. Et donc, je suis entré à la faculté de droit, ici à Namur. Et puis, je suis passé à Louvain pour les 3 dernières années. Louvain, qui à l'époque était encore Leuven. Et pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. Mais fort heureusement, jeune thésard encore insouciant des méandres de la vie et de la profession, Yves Poulet fut propulsé par le père Mahon à Namur, bénissant la jeunesse, la fougue, le jeune et saint-esprit, quoique rebelle de son protégé. Ainsi soit-il. La passion du droit, c'est le fait qu'il y a une place pour ce que j'ai appelé la délinquance, c'est-à-dire pour la contestation. Et je crois que je suis un homme de la contestation. Le droit est tout sauf quelque chose de conservateur et d'écrit pour l'éternité. Bref, le toupet de ce jeune révolutionnaire ne manqua pas d'interpeller quelques personnalités qui l'envoyèrent observer le monde de demain, la frénésie d'un monde qui ne vieillit jamais. Jacques Berreur, qui par la suite est devenu recteur, avait lancé à la faculté d'informatique un séminaire qu'il avait intitulé « L'homme et l'informatique ». Il avait besoin d'un juriste, il s'est donc tourné vers la faculté de droit, et c'est le doyen Serex qui est descendu dans mon bureau en disant « Monsieur Poulet, vous êtes le plus jeune ici à l'intérieur de la maison, nous sommes en 1974, est-ce que vous pourriez aller suivre ce séminaire, l'homme et l'informatique ?» Et je suis tombé au moment où, pour la première fois, il y a eu un projet de loi en matière de protection des données à caractère personnel, de protection de la vie privée avec Serge Aronstein, pour ceux qui s'en souviennent, enfin peu importe. Mais toujours est-il que c'est une matière qui, à ce moment-là, m'a passionné. Et 2 choses m'ont passionné. C'est d'une part le fait d'être dans quelque chose de novateur, à découvrir, et d'autre part ce dialogue, et ce dialogue que j'ai beaucoup aimé, qui m'a poursuivi tout le temps, ce dialogue avec les informaticiens. Un passionné, oui, mais ne vous y méprenez pas. Derrière son esprit jovial et sa passion pour le droit romain se cachent des propos visionnaires, une ouverture d'esprit, et oui, tout de même un certain sérieux, puisse-t-il même être crédible lorsqu'il fonda en 1979 le CRID, le Centre de recherche informatique et droit. Il faut dire qu'il y avait matière à faire. S'atteler à relier 14 siècles de codification apparus sous Justinien à un nouveau droit capable de réguler cette nouvelle société mouvante, dispersée et inconnue, apparue avec l'avènement de l'informatique et d'Internet. Ce qui m'apparaît évident, c'est que le numérique remet en cause ce qu'on peut appeler les fondements du droit. Et dans les fondements du droit, je crois qu'il y a la première chose qui est simplement la souveraineté territoriale. Internet est sans frontières, et quand on sait que la NSC écoute
les conversations privées de la plupart des citoyens, que échelon existe, il est certain qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a encore une souveraineté territoriale par rapport à des puissances économiques comme les GAFAM et autres. Quand on regarde, on s'aperçoit par exemple que des organes de standardisation, organes totalement privés, sous forme de simples ASBL, enfin non-profit organization, comme l'ICANN, comme le W3C, comme l'ITF, sont en train de faire toute une série de normes, comme les cookies, comme le Do Not Track, etc., sans même passer par l'État. Voilà quelque chose qui est un risque et par rapport auquel le droit ne sait pas trop comment faire. On a travaillé pour le Conseil d'Europe et sur la question du profilage, puisque c'est vraiment cela la question. Et on l'a travaillé évidemment à travers la question de la vie privée. Je crois que la vie privée, pour moi, c'est une des questions essentielles, c'est un concept essentiel, non pas de la manière dont la plupart des gens le comprennent en disant la vie privée, c'est être protégé du regard d'autrui. Je ne crois pas que c'est ça. D'ailleurs, si on regarde de manière... Enfin, je viens de refaire l'analyse de la jurisprudence du Conseil d'Europe sur l'article 8 qui consacre dans la Convention du Conseil de l'Europe la vie privée. Mais ce qui est certain, c'est que le concept de vie privée s'est progressivement élargi pour être l'ensemble des conditions qui permettent l'épanouissement et le développement de la personne elle-même. Et donc, si on pense à ça, il est clair que le profilage, c'est l'inverse. Donc, je crois qu'effectivement, à un moment donné, le droit à la vie privée, c'est aussi le droit à l'anonymat, ou plutôt, en tout cas, le droit à la déconnexion. J'aime bien l'idée du droit à la déconnexion, parce qu'il était dans les premières législations en matière de vie privée et réseau numérique et intégration de services, ce qui a précédé Internet. Et puis progressivement, on l'a oublié. Et je crois qu'il est vraiment extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle allemande, en 2008, l'a rappelé et a dit il n'est pas question que des entreprises ou même des autorités policières puissent entrer à l'intérieur de votre ordinateur. Votre ordinateur, c'est comme une maison. Vous devez pouvoir, à un moment donné, vous y sentir seul. Bravo Yves, et merci pour votre réponse. Moi, à dire vrai, c'est votre vie qui m'intéresse. Si je ne me trompe pas, vous êtes né le 21 juin 1952 à Tournai. Vous avez 2 enfants, une femme musicienne dont nous écoutons d'ailleurs actuellement un morceau que nous avons piraté sur YouTube. Que dire de plus ? Vous n'aimez pas Amazon, mais après une réunion de 4h16 le 13 décembre 2017, vous avez effectué un achat frénétique d'un montant de 217,56 € avec la carte bancaire Visa de votre épouse portant le numéro 49 45 84 35 12 12 et le cryptogramme 545. Vos habitudes d'achat s'orientent plutôt vers des produits bio et vous revenez toujours de vos courses vers 19h37, enthousiaste avec de quoi cuisiner un bon spaghetti bolo en écoutant du galoupi et en sirotant un bon whisky, comme pour vous remémorer ces folles années avec le père Mahon où vous écoutiez religieusement les baroques italiens sur sa vieille Bose à lampe. Quant à votre profil Facebook, c'était bien essayé de vous cacher sous votre anagramme Élie-volupté. Mon pauvre Yves, les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas ? Ce qui me fait peur, effectivement, c'est qu'on est passé de données qui sont simplement le reflet d'une réalité à des données qui permettent de prédire. J'aime bien cette phrase d'Amazon. Demain, si ce n'est aujourd'hui, nous savons déjà ce que nous allons mettre dans le paquet qui vous est destiné. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, on peut parfaitement comprendre que dans le cadre des législations de protection des données à caractère personnel, qui ne sont jamais qu'un dérivé de ce principe et de ce concept de vie privée, on a essayé de réglementer ça. Mais on ne sait pas trop comment faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas trop comment faire ? D'abord, premier point, parce que les entreprises vous disent « Et là, et ma propriété intellectuelle ?»
C'est moi qui ai mis ensemble l'ensemble de ces données. C'est moi qui suis véritablement propriétaire. Et par rapport à ce droit de la propriété intellectuelle, je trouve les défenseurs des libertés relativement frileux. Vos propos m'enthousiasment. Mais dites-moi, cher Yves, quelles seraient les propositions juridiques pour endiguer ces dérives? La manière dont le droit pourrait réagir, c'est par exemple, c'est ce que la CNIL notamment défend, c'est de dire on devrait pouvoir disposer d'un droit en tant qu'autorité de protection des données ou en tant qu'association, de faire tourner les algorithmes de manière à voir ce que ça donne et éventuellement de montrer qu'il y a discrimination. Voilà, c'est une réponse, et une réponse embryonnaire pour le moment, et on va voir ce que ça donnera. Alors, il n'y a plus qu'à imaginer que l'on puisse compter sur le CRITS et la recherche à l'université pour contrecarrer ces tendances dominantes.